Bonjour, mesdames et messieurs. Bon réveil, bienvenue dans ce journal. En bref et en images, depuis 4 ans, l'Union européenne débloque chaque année plus de 656 milliards de francs CFA pour soutenir la Côte d'Ivoire dans les projets de développement, le social et la promotion de la démocratie. Ces informations ont été communiquées hier mardi à Abidjan. C'était lors de la première édition de la journée de la coopération Côte d'Ivoire Union européenne. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La commission de l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, a procédé hier mardi à la remise officielle de 400 forages hydrauliques aux autorités ivoiriennes. Un don qui s'inscrit dans le cadre du programme régional d'hydraulique villageoise dont a bénéficié la Côte d'Ivoire. C'était à la salle de réunion du ministère des Infrastructures économiques en présence de nos reporters Herman Guivet et Alexis Ouedraogo. C'est un projet qui démarre en 2008. Réaliser 300 forages en Côte d'Ivoire, plus précisément à l'intérieur du pays pour apporter de l'eau aux populations. C'est l'AGEROUTE qui est en charge du projet. Coût des ouvrages, près de 2 milliards de francs CFA. C'est un projet important puisqu'il porte sur près de 400 villages. Nous transférons aujourd'hui ce projet terminé au maître d'ouvrage qui nous a délégué cette mission. Ce mardi, les forages ont été remis aux autorités ivoiriennes. Des forages à motricité humaine financés par la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ce programme prend en charge non seulement l'approvisionnement en eau potable des populations, mais aussi la problématique de l'accès aux services d'assainissement de base. Le dit programme va contribuer à la construction d'infrastructures hydrauliques rurales et d'assainissement de base de 5 régions de la Côte d'Ivoire, à savoir Poro, Bagoué, Denguélé, Falon et Tchogolo. La commission a plaidé pour un entretien rigoureux de ces ouvrages en vue de garantir leur pérennité, un engagement que prend le ministre des Infrastructures, Patrick Hachi. L'un des plus grands drames auxquels sont confrontées nos populations, qui vivent souvent dans des zones reculées, c'est de n'avoir aucun accès à l'eau potable. Et donc de faire face à toutes sortes de problèmes, dont les maladies hydriques. Et dans ce moment où ces infrastructures vont nous être remises, les centaines de milliers de populations qui en ont bénéficié et qui ne sont pas là, par ma voix, vous disent merci. Plus de 300 000 personnes devraient être impactées par ces forages hydrauliques. Dans le cadre de la lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, des résultats satisfaisants déjà obtenus en matière de collecte d'armes. Mais beaucoup reste à faire pour améliorer l'environnement sécuritaire national et l'implication des rois et chefs traditionnels dans un contexte marqué par les menaces terroristes et djihadistes, plus que d'actualité. Ces leaders communautaires pourraient identifier et initier des actions ou stratégies pour renforcer la sécurité dans leur localité. Ils viennent à cet effet de bénéficier d'un renforcement de capacité, une initiative de la Comnat ALPC et de ses partenaires, le PNUD et le Japon. Léon Bro, RTI Boaké. Les rois et chefs traditionnels à l'école de la lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. La menace des ALPC et les acquis du combat contre ce phénomène sont d'abord passés en revue. Plus de 11 000 armes déjà collectées et 7 commissions déconcentrées de la Comnat installées. Un état des lieux suivi d'échanges pour identifier les acteurs et les activités favorables au dépôt volontaire d'armes, les actions prioritaires pour renforcer les mécanismes et les instruments de lutte contre les ALPC. Objectif, amélioration de la sécurité communautaire. Localement donc, le chef du village a pour mission de collecter des informations sur le circuit illicite des armes légères en filigrane. Il faut que nos chefs de village s'organisent de manière qu'on ne soit plus surpris par ce qu'on a vu déjà à travers la Côte d'Ivoire. De la sorte, nous pensons que nous aurons fait un grand pas vers la sécurité communautaire. Et pour ces leaders communautaires, l'atelier de Yamoussoukro, une rencontre qui concourt à créer pour les élections à venir un environnement apaisé. Bientôt les élections vont avoir lieu. Il faut effectivement que nous, chefs, nous procédions à cette sensibilisation et au retrait volontaire de ces armes-là
dans notre environnement pour que la paix soit effective. Le renforcement des capacités des rois et chefs traditionnels, une initiative de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, toujours avec le soutien du PNUD et du Japon dans le cadre de l'amélioration de l'environnement sécuritaire ivoirien. Après Yamoussoukro, direction d'Aloa, où des marchandises frauduleuses ou prohibées viennent d'être saisies. Des marchandises saisies estimées à plus de 2 milliards de francs CFA. Nous en parlons avec Thérèse Tapeyoboué. Les marchandises saisies comprennent notamment des comprimés, des antibiotiques. Selon la cellule de prévention et des investigations, ces marchandises non couvertes par une déclaration douanière, sont estimées à plus d'1,5 milliard de francs CFA. C'est le Comité national de lutte contre la contrefaçon, en collaboration avec les services de la gendarmerie de Daloa, qui a saisi le camion remorque de 50 tonnes contenant ces marchandises frauduleuses prohibées. Le camion provenait de Touba à destination d'Abidjan. On m'a arrêté sur le pont de Gézabou et on m'a demandé où est le pièce des camions. J'ai pris le permis. Le locataire qui m'a chargé, je les ai appelés dessus la légale de GFB. Actuellement, le camion et les marchandises sont à la 2e légion de la gendarmerie de Daloa. Malgré les campagnes de sensibilisation pour la moralisation de la société, il se trouve encore des individus qui ont décidé de prendre des raccourcis. C'est le cas des propriétaires de ces marchandises. Du 3 au 7 mai, le professeur Mariatou Koné, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, a conduit une mission au Libéria. Objectif, sensibiliser les réfugiés ivoiriens vivant au Libéria à rentrer au pays. Elle était accompagnée dans le cadre de cette mission d'une forte délégation dont les membres se sont tous prêtés au jeu pour rassurer les Ivoiriens sur leurs différents problèmes qui pourraient constituer un frein à leur retour. Sidonie Davila. Des craintes, des préoccupations, les réfugiés ivoiriens vivant au Libéria en avaient. Ces préoccupations portaient essentiellement sur les problèmes d'ordre foncier, sécuritaire et éducatif ont été exprimées lors des échanges initiés par la ministre Mariatou Koné. Nous avons enseigné en Côte d'Ivoire dans les écoles primaires. Nous avons tout perdu dans la guerre. Quand nous allons rentrer en Côte d'Ivoire, qu'allons-nous faire? Certains ont quitté leur terre. Aujourd'hui, ces terres-là sont données à des gens qui ont fait des travaux payés. Qu'allons-nous faire? La validation des diplômes obtenus en exil, la réintégration des enseignants qualifiés du primaire et du secondaire, l'insertion des jeunes. Ces attentes, qui ne sauraient être des conditions liées à leur retour volontaire, semblent avoir eu un écho favorable auprès des membres de la délégation ivoirienne. Cette délégation était composée des membres du service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides Sahara, des autorités préfectorales et des élus des localités des zones de retour des réfugiés ivoiriens, ainsi que la représentante adjointe du Haut Commissariat des réfugiés en Côte d'Ivoire et du ministère de l'Éducation. Tous les documents que vous n'avez pas, nous le Sahara, nous allons vous aider à acquérir tous vos documents. Si tu veux faire commerce, il y a le fonds d'appui aux femmes. Nous avons mis en place au niveau de l'éducation nationale une plateforme d'intégration de ces élèves. Nous avons donc envoyé sur place avec nous dans la mission des documents qui, une fois renseignés, nous permettent de procéder à l'immatriculation de ces élèves au niveau du secondaire. Le ministère de l'Éducation nationale a pris des mesures pour intégrer systématiquement les enfants du primaire. À l'occasion, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes a salué la franche collaboration et l'hospitalité des autorités libériennes, ainsi que les responsables du HCR pour le rôle joué dans le processus. Madame la ministre a pu expliquer aux réfugiés tout ce que nous faisons et je crois que ça va avoir un impact positif pour augmenter le retour. Nous allons faire le nécessaire pour accélérer ce processus de rapatriement. Pour nous, c'est un accompagnement. Les abris, nous, le HCR aussi avec nos partenaires, nous vous assistons, nous vous accompagnons à la réhabilitation et la construction de certains abris.
Depuis le début de cette opération, le HCR a facilité le rapatriement de plus de 200 000 réfugiés au Libéria voisin. Il espère que les populations vivant dans les camps de réfugiés seront tous de retour en Côte d'Ivoire d'ici fin juillet. Un projet de fermeture et de restructuration de ces camps est prévu après le rapatriement de tous ces réfugiés qui, malgré plusieurs années passées loin de leur patrie, n'ont rien perdu de leur joie de vivre. Reportage signé Sidonie Davila depuis le Libéria. Ici, à Abidjan, à Marcory précisément, l'espace situé entre le centre des passeports et l'ancien marché Ménécré sous le 3e pont a été baptisé Henriette Konan Bédier après aménagement. La présidente fondatrice de l'ONG Servir elle-même et le maire Raoul Abi ont inauguré cet espace de détente. C'était en présence de notre reporter Ami Sissoko. Marcory, commune chic, commune fleurie. Cette ambition affichée par le maire Raoul Abi se matérialise ce mardi par l'inauguration de l'espace Henriette Konan Bédier, un espace de détente créé sous le 3e pont à l'entrée d'Anoumambo. C'est un jardin divisé en 3 salons, meublés avec des tableaux des artistes et personnalités qui ont œuvré pour la paix. Ce pont que tout le monde voit s'appelle le pont Henri Konan Bédier. Et qui mieux que son épouse, avec qui elle a partagé près de 60 ans de vie pour soutenir ce pont. Il y a plus de 60 ans que Henriette soutient Henri. Il est bon qu'Henriette soit en bas pour porter ce pont et continuer de rentrer dans la prospérité. Si cette place doit traduire le modèle dont vous me qualifiez, elle doit être d'abord un lieu dédié à la femme, c'est-à-dire le symbole de la douceur, de l'amour du prochain, de la solidarité et de l'entente. Offrir un cadre de vie sain à ses administrés, l'idée ne s'arrête pas seulement à l'espace Henriette Konan Bédier. Dans les mois à venir, la commune de Marcory aura fière allure de quoi faire des heureux. C'est un plaisir pour nous de voir notre Marcory prendre de l'ampleur avec l'embellissement de tous les coins et recoins de Marcory. Avant c'était marché, avant Marcory c'était Marcory Potopoto. Mais par la grâce de Dieu, Marcory a évolué en bas du pont-homme à Paris. 35 espaces sont concernés par ce projet, 6 sont déjà réalisés. Avec la création de ces espaces verts, la commune de Marcory rentre de plein pied dans le projet du mouvement des entreprises de France pour faire de Marcory une commune écologique. En 1994, 800 000 personnes ont péri dans le génocide perpétré contre les Tutsis et les Hutus modérés. Ce mardi, à Paris, s'est ouvert le procès de Tito Baraira et Octavien Ngenzi, 2 ex-maires rwandais accusés d'avoir participé au génocide. Ce procès est le 2e après celui de Pascal Sibimgankwa, ancien capitaine de l'armée rwandaise, il y a 2 ans. Marie-Laure Magnessé, Gabriel Zani. C'était il y a 22 ans maintenant. Des Tutsis et des Hutus modérés massacrés. Au moins 800 000 personnes ont perdu la vie en un mois dans ce génocide. Ce 10 mai, Tito Baraira et Octavien Ngenzi comparaissent devant la justice à Paris. Ces 2 ex-maires rwandais sont accusés d'être impliqués directement dans le massacre de milliers de Tutsis en avril 1994 à Kabarondo, où des réfugiés étaient regroupés au sein d'une église de cette ville à l'est du Rwanda. Ils sont jugés pour crimes contre l'humanité et génocide, mais ils nient, tous 2, ces accusations. Selon l'avocat de la Ligue des droits de l'homme, le génocide ne concerne pas seulement les Rwandais. Sur le premier procès d'il y a 2 ans, nous étions à Kigali. Cette fois-ci, nous sommes dans une commune d'environ 45 000 habitants et dans cette ville, il y a eu des milliers de personnes qui ont été tuées, notamment dans une église, 3500. Et il faut que la communauté internationale, le procès se passe en France, mais ça concerne l'ensemble de la communauté internationale. On a aussi un lien avec ce qui s'est passé là-bas, donc il y a une méconnaissance. Et je pense que c'est aussi ça la responsabilité. Ce procès est le 2e du genre après celui de Pascal Kibikangwa,
Ancien capitaine de l'armée rwandaise en 2015, à Kigali où il a été condamné à 25 ans de réclusion pour complicité de crimes de génocide, les audiences de Tito Baraira et Octavien Ngezi seront écourtées les lundis et mercredis en raison de l'état de santé critique de Tito Baraira. Et pour compléter ces informations, sachez que la défense d'Octavien Ngezi et Tito Baraira fourbit ses armes. Les avocats s'insurgent également contre les témoignages recueillis avec l'aide du gouvernement rwandais. Ils dénoncent aussi l'absence de cartes et de relevés topographiques. Le commentaire était plutôt signé Sidonie Davila. En France, c'était un projet de loi censé favoriser le dialogue social. Il a pour l'heure simplement révélé l'impossibilité d'un dialogue politique au sein des gauches. Manuel Valls a donc reçu l'autorisation hier mardi en Conseil des ministres d'engager la responsabilité de son gouvernement pour faire passer en force à l'Assemblée nationale, grâce à l'article 49 alinéa 3, le projet de réforme controversé du Code du travail français porté par la ministre Myriam El Khomri. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées hier soir en France. Des incidents et des affrontements avec la police ont eu lieu en plusieurs points du territoire. Sept syndicats appellent à une nouvelle mobilisation nationale jeudi. Des grèves et des manifestations sont annoncées les 17 et 19 mai. La victoire est acquise. Nous sommes aux Philippines. Rodrigo Duterte, 71 ans, dirigera le pays pour les 6 ans à venir. Cet avocat populiste, maire de la grande ville méridionale de Davao, est arrivé en tête du scrutin présidentiel à un seul tour avec près de 40% des suffrages et une avance de 6 100 000 voix sur le candidat du pouvoir sortant, Max Roxas. Ce dernier a reconnu sa défaite, tout comme les deux autres principaux rivaux du vainqueur. En bref, cette fois, selon Amnesty International, 149 personnes, y compris des enfants en bas âge, sont mortes depuis le début de l'année dans une prison de Maïdiguri et dans le nord du Nigeria. Amnesty dénonce les conditions de vie dans les casernes de Gigwa, une prison militaire où sont détenus plus de 1000 civils soupçonnés d'être des sympathisants de Boko Haram. Au Burundi, les réactions se multiplient depuis l'annonce du verdict de la Cour suprême hier, lundi 9 mai plutôt, qui condamne une vingtaine de militaires et policiers à la prison à vie pour leur participation à la tentative de coup d'État contre Pierre Nkurunziza en mai 2015. Pour l'opposant burundais en exil, Jérémy Minani, cet arrêt est tout simplement honteux et traduit selon lui une instrumentalisation de la justice burundaise par le régime. Entamée lundi 9 mai, cette grève doit se poursuivre jusqu'à ce mercredi soir. 72 heures d'arrêt de travail à l'appel du syndicat autonome des magistrats du Niger. Ils avaient lancé un ultimatum au gouvernement en fin de semaine dernière, lui demandant d'accéder rapidement à leurs revendications, des revendications techniques qui portent plus sur la forme que sur le fond. La mise en place d'un comité de négociation en vue de la réforme des statuts de la magistrature, l'application immédiate d'un protocole d'accord déjà signé avec le gouvernement et enfin l'annulation de la suspension de 2 de leurs confrères. Et voilà les 3 revendications des magistrats. Et puis pour terminer, sachez que nous sommes dans les derniers mois de la présidence Obama. Eh bien, le président américain se rendra à Hiroshima le 27 mai prochain. Barack Obama avait prévu d'être au Japon à cette date pour assister au sommet du G7. Ce sera la première visite d'un président américain en exercice sur le site de l'explosion de la première bombe atomique lancée le 6 août 1945, quand 140 000 personnes avaient été tuées. Merci de nous avoir suivis. La suite avec Naomi qui reçoit des invités pour la fête à Bob Marley, l'anniversaire donc de Bob Marley. Bonne suite du programme sur RTI.